Paul de Vaublanc, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Radio Sensation. Vous êtes juriste et avez travaillé au sein de plusieurs ministères. Aujourd'hui, vous travaillez dans un organisme privé. Vous êtes l'auteur du Petit Guide insolite du président de la République, un livre sorti en mars 2022 aux éditions Henrik B. Alors, ce livre est la version actualisée d'un premier ouvrage que vous aviez sorti en 2015, intitulé Président mode d'emploi. Alors, parfois appelée la fonction suprême, la place du président de la République fascine et attire la curiosité. Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'étudier davantage et d'en faire un livre? Oh, bah, sans doute parce que c'est une source inépuisable d'anecdotes, de découvertes et de surprises. Et qu'en réalité, on s'aperçoit, quand bien même on avait travaillé dessus auparavant, qu'il y a plein d'autres choses à découvrir et qui sont insolites et décalées. Alors, quand on pense à cette fonction du président de la République, il y a souvent un terme qui revient, c'est le terme de monarque républicain pour le désigner. Est-ce que vous partagez cette vision, vous qui l'avez étudié dans toutes ces anecdotes? Oui, 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 absolument. En fait, cette expression, elle vient du rédacteur lui-même de la Constitution, Michel Debré, qui a été le Premier ministre du général de Gaulle. Et Michel Debré, effectivement, disait, bah voilà, on a fabriqué un monarque républicain et on ne peut être que d'accord avec ça, puisqu'on s'aperçoit que la Constitution fait tout pour protéger le président de la République. Il a une immunité présidentielle, on ne peut pas le renverser, on ne peut pas lui refuser de réétudier des lois, on ne peut pas contester devant les juges certaines de ses décisions. C'est un monarque, mais dans une république. Alors, dans votre livre, vous avez compilé tout un tas de petites anecdotes sur la fonction présidentielle. Comment est-ce que vous avez procédé pour les trouver, ces anecdotes, puis ensuite pour les rédiger? Vous avez sélectionné, j'imagine. Oui, bah, comment fait-on? Déjà, il y a plein, d'exemples qui viennent, de l'actualité, où on lit un article, où on écoute la radio, où on s'aperçoit que, bah, tiens, il y a cette anecdote que j'ignorais, ensuite on essaye de développer et surtout, ce que le livre s'attache à faire, c'est de sourcer les choses. C'est-à-dire que, tout ça provient, hem, d'un article de loi, d'une pratique, d'une tradition, mais il faut que ce soit sourcé. Alors, un peu d'histoire pour commencer le tour de plusieurs anecdotes. D'abord, qui, pour la première fois, a été élu président de la République française? Alors, qui a été élu, pour la première fois président de la République française? C'est une bonne question. Alors, pour l'anecdote, sous la Première République, il y a pas de président. C'est un collège, bon, il y a pas de président en tant que tel. En réalité, c'est sous la Seconde République et c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui va être élu président de la République au suffrage universel direct, mais élu uniquement par les hommes, puisqu'à l'époque, les femmes, n'ont pas le droit de voter. Et là, on est en 1848 et le président de la République, par la suite, qui sera élu au suffrage universel direct, ce sera Charles de Gaulle en 1965, donc bien des années plus tard. Louis-Napoléon Bonaparte, qui ensuite est devenu empereur des Français. Et absolument, absolument. Ça, il a eu un mandat de 4 ans. Oui. Alors, j'aimerais parler maintenant de la grâce présidentielle. Alors, le président peut, comme le roi avant lui, faire grâce à titre individuel. Y a-t-il des restrictions à ce pouvoir? Et est-ce que ça arrive souvent qu'un président de la République puisse faire grâce? Donc, c'est arrivé souvent? Bah, là, ça rejoint exactement votre remarque de tout à l'heure. C'est-à-dire que ça, c'est un exemple de monarque républicain. Non, il n'y a pas de condition. Une personne est condamnée, elle peut demander au chef de l'État un droit de grâce, celui-ci peut l'accorder ou pas. Il n'a pas à justifier sa décision. Le décret qui va accorder le droit de grâce n'est même pas publié au journal officiel. Donc, on ne peut pas attaquer ce décret. Alors, effectivement, depuis plusieurs années, ça ne peut être qu'un droit de grâce à titre individuel et non plus collectif. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce droit de grâce est exercé 4-5 fois par an. Voilà, c'est moins fréquent qu'avant. Alors, quand on pense au président de la République et donc à ses pouvoirs, on pense aussi à l'arme nucléaire. Le président a-t-il vraiment une mallette avec des boutons comme on l'imagine souvent?
Alors, c'est vrai que c'est un domaine qui est quand même très protégé, donc on n'a pas beaucoup d'informations, mais ce qu'on ce ce qu'on dit, ce qu'on lit à droite et à gauche, c'est que quand on voit un chef de l'État se déplacer, il est entouré, très souvent de militaires qui ont, une valise et il se dit que cette valise permettrait techniquement, d'enclencher la frappe nucléaire où que se trouve le président de la République. Alors parlons maintenant d'un article assez important, c'est l'article 16 de la Constitution. Il explique que le président peut prendre les pleins pouvoirs. Alors une sorte de dictature présidentielle, y a-t-il des conditions et comment est-ce que ce pouvoir si fort, a priori, a-t-il pu se retrouver dans la Constitution? Ouais, alors c'est un article incroyable parce que on ne le retrouve nulle part au monde. Effectivement, une petite marche arrière, hein, on est en juin 40, les Allemands envahissent la France et le pays s'effondre, littéralement. Et en réalité, lorsque Charles de Gaulle, revient au pouvoir en 1958, il a ce souvenir et il se dit: «Mais en réalité, en 1940, il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas de patron, pas de pouvoir» et donc il inscrit dans la Constitution cet article qui effectivement dit que en cas de crise, de dysfonctionnement, d'un fonctionnement irrégulier des pouvoirs publics, un territoire qui est en danger et cetera, il y a plusieurs conditions, il peut prendre les pleins pouvoirs. Alors ce qui est d'autant plus incroyable, c'est qu'en fait, pour mettre en œuvre cet article, il doit demander l'avis à certaines personnalités, mais il n'a en aucun cas à demander leur autorisation. C'est simplement un avis qu'il demande. Un avis Et consultatif donc, donc. voilà, le locataire de l'Élysée peut de lui-même décider d'instaurer ce que certains appellent une dictature temporaire. Il doit tout de même se passer un événement exceptionnel, mais en termes de droit, est-ce que c'est à l'appréciation du chef de l'État ou C'est à l'appréciation unique du chef de l'État. autre C'est tradition que les plus attentifs observateurs de la vie politique auront remarqué, le président de la République ne peut pas entrer à l'Assemblée nationale et au Sénat. Alors d'où vient cette coutume? Alors là aussi, c'est l'histoire hein, qui répond à votre question, c'est-à-dire que au tout début de la Troisième République, on a une Assemblée nationale qui, paradoxalement, est composée majoritairement de monarchistes. Et en fait, ils attendent de restaurer le roi. Bon, bref, ça ne marchera pas. Hein. Et le président de la République de l'époque, Adolphe Thiers, lui était un républicain et c'était un orateur hors pair. Et donc, lorsqu'il se rendait à l'Assemblée nationale pour faire un discours, certains députés monarchistes avaient peur qu'il puisse un peu convaincre certains ma foi, de se rallier à la République parce que ses talents orateurs étaient énormes. Et donc, du coup, on a élaboré une règle toute simple en disant le président de la République n'a pas le droit de rentrer dans l'hémicycle, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Et cette règle, elle perdure aujourd'hui. Un chef de l'État, il peut s'exprimer devant les parlementaires, mais au Congrès, à Versailles. Il n'a pas le droit d'aller à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et son discours peut faire l'objet de débats, mais sans sa présence. Exactement. Et là aussi, on se rend bien compte de la volonté, en fait, du rédacteur de la Constitution de protéger la fonction. Effectivement, le président de la République s'exprime devant le Congrès. Son discours peut donner lieu à un débat, mais pour ce faire, il faut que lui ne soit plus physiquement là. Et en fait, c'est la volonté de le protéger et de ne pas montrer à la télévision des images de parlementaires qui pourraient l'injurier ou le déstabiliser. Alors on a vu justement récemment, on a vu le président de la République française se prêter au jeu du débat, mais dans le Parlement européen, et c'était quelque chose d'assez nouveau, puisque en France, normalement, ça ne peut pas arriver. Le président de la République française est aussi un prince, alors ça peut être plus surprenant, car oui, il possède le titre de coprince de la principauté d'Andorre. Alors comment est-ce que cela est possible, Paul de Vaublanc? Oui, 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 c'est possible et ça, c'est un titre qui est multiséculaire puisque ça remonte à Henri IV. En fait, Henri IV était à la tête d'Andorre, il était comte 2 fois et lorsque il a pris la tête du pays, de la France, entre guillemets, il est arrivé avec ce titre. Et donc, encore aujourd'hui,
le chef de l'État à ce titre. Et tous les... Alors, peut-être pas Georges Pompidou de mémoire, mais en tout cas, les présidents depuis Charles de Gaulle s'y rendent au moins une fois par an à Andorre. Et c'est pas un titre si symbolique que ça, parce que ça lui confère de réels pouvoirs, hein. Là-bas, il nomme des juges, il peut accorder le droit de grâce, il ratifie les traités internationaux, ça n'est pas que symbolique. Et donc, le chef de l'État français est coprince. Qui est donc le deuxième prince d'Andorre? C'est l'évêque d'Urgell, c'est une région en Espagne, et c'est amusant de souligner que c'est le seul religieux avec le pape qui a un pouvoir politique. Alors après son élection, la tradition veut que le président de la République soit reçu à la mairie de Paris. Il y a une relation particulière entre le président et les Parisiens, entre le pouvoir central et la capitale, Paul de Vaublanc? Oui, 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 complètement. C'est vrai que déjà souligner que tous les présidents respectent cette tradition, et cette tradition, elle s'exécute très vite, hein, quelques heures après l'investiture. Donc c'est une symbolique très forte. C'est très important parce que effectivement, ça montre en fait deux choses. L'importance, vous le disiez, de Paris, la soumission de Paris au pouvoir de l'État, au président de la République, et en même temps, ça montre bien que Paris a une importance cruciale parce que ça permet au maire de Paris, ce jour-là, de faire un discours. Or, ce jour-là, il n'y a que le président de la République qui fait un discours. Hmm. Le jour de l'investiture, le président du Conseil constitutionnel ne va faire, entre guillemets, que lire Hmm. la déclaration des résultats. Ensuite, le président fait un discours. Et puis, par la suite, le maire de Paris, parce qu'il est maire de Paris, va faire un discours, entre guillemets, enfin, comme le président de la République. Donc, la symbolique est très forte. Oui. Est-ce que vous auriez l'idée de demander au président de la République d'être le parrain de votre petit dernier? Eh bien, c'était possible avant. Une tradition voulait que l'on puisse demander au président d'être le parrain de notre 13e enfant. Alors, je dis pas de bêtises, Paul de Vaublanc, ça a vraiment existé? Tout ce que vous dites est vrai. Ça a vraiment existé. Euh, j'ai essayé de chercher le pourquoi de cette règle. Alors, j'ai pas vraiment réussi. Simplement, on peut en déduire que l'objectif était de favoriser la natalité. Parce que, comme vous le disiez, la possibilité d'avoir comme parrain le président de la République n'était possible que si la famille était composée de 13 enfants. Et en fait, Charles de Gaulle a accepté ce titre. Dans le livre, donne un exemple où il prend son rôle à cœur, hein, parce que de mémoire, il lui offre un livret A, enfin un livret d'épargne. Il lui offre des cuillères en argent, etc. Mais depuis Charles de Gaulle, cette tradition n'existe plus. Alors pour être président de la République, il faut parfois faire preuve de patience. Alors on est habitué, nous, à l'élection présidentielle à 2 tours. Pourtant, une fois, un président de la République a été élu au bout du 13e tour. Et oui, on a compté jusque-là. Paul de Vaublanc, c'était une autre République, non? C'était pas la cinquième. Et non, c'est pas la cinquième, c'était la quatrième République. Et effectivement, vous le faites bien de le souligner parce qu'à l'époque, c'était pas au suffrage universel direct. C'était le Parlement, les députés et les sénateurs qui élisaient le président de la République. Et ça donnait lieu à des batailles politiques très fortes, très dures. Et donc, des mésententes, des alliances, des désistements, bon, bref. Et du coup, effectivement, c'est René Coty qui, en décembre 53, a été élu président de la République au 13e tour. Ça n'aura échappé à personne, le président de la République travaille à l'Élysée. En revanche, Paul de Vaublanc, est-ce qu'il est obligé d'y vivre avec sa famille? Non, 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 non. Alors, il a des appartements privés au sein de l'Élysée. Il n'est pas tenu d'y vivre. En fait, paradoxalement, beaucoup vivent à l'Élysée, mais peu en gardent un souvenir ému. Il y a souvent une expression qui revient parmi les anciens chefs d'État en disant c'est une prison dorée. C'est-à-dire que faut bien s'imaginer ce que c'est, hein. C'est un palais avec 365 pièces, et beaucoup en fait mettent en avant un sentiment de solitude important. Euh,
si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est le président Giscard d'Estaing qui expliquait que par moment, il se mettait à un certain endroit dans le jardin et il se surprenait à n'entendre aucun bruit, alors qu'on est quand même au cœur de la capitale, hein, et il n'entendait aucun bruit. Voilà, donc dans les faits, ils y vivent, même s'ils y sont pas tenus, mais tous n'en gardent pas un bon souvenir. Bien, merci beaucoup, Paul de Vaublanc, d'avoir partagé toutes ces anecdotes avec nous. Ben, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et donc, je vous rappelle que vous êtes l'auteur donc, du Petit Guide insolite du président de la République aux éditions Henrik B. Donc, n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus et connaître encore de nouvelles anecdotes. Merci à vous de nous avoir suivis.